Eh bien, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous retrouver donc ici à la Fondation Victor Lyon dans le cadre des grands entretiens de ciel et espace donc, qui sont enregistrés à la Cité internationale universitaire avec le Club des chercheurs. Et merci à notre invitée Ursula Bassler. Merci beaucoup. Qu'y a-t-il de commun entre l'infiniment grand des étoiles, des nébuleuses et des galaxies et l'infiniment petit des atomes, des particules, des protons et neutrons au boson de Higgs et j'en passe beaucoup? Eh bien, la réponse est qu'il s'agit du même univers et que sans l'infiniment petit, on ne pourrait décrire l'infiniment grand. Voilà, donc nous allons parler de physique, de lien entre ces deux infinis, en compagnie d'Ursula Bassler, donc qui est physicienne, directrice adjointe de l'IN2P3. l'IN2P3, ça veut dire l'Institut national de physique des particules, et qui a présidé le conseil du CERN de 2019 à 2022, donc encore récemment, et coordonné cet ouvrage intitulé Infiniment petit, donc bourré de contributions de tas de chercheurs, un ouvrage qui vient de sortir et qui est édité chez CNRS Éditions. Alors, nous disposons, ma chère Ursula, d'une heure pour parler d'infiniment grand et d'infiniment petit, c'est-à-dire d'un temps ridicule, mais on va prendre le temps quand même. D'abord parce que, je dirais, c'est aussi une histoire d'hommes, de femmes. Et ma première question était très simple, c'est comment est-ce que vous êtes devenue physicienne ? Comment ça s'est passé ? Comment une petite fille, ou peut-être pas d'ailleurs, ou c'est peut-être plus tard, devient physicienne ? C'est une question assez compliquée, en fait, quand on y pense, parce qu'à chaque fois qu'on y répond, on trouve d'autres aspects pourquoi on a fait le chemin qu'on a fait. Donc, pour moi, il y avait certainement plusieurs choses. D'une part, j'avais un grand frère qui, je pense, aurait bien aimé être physicien, et donc, comme il était moins bon à l'école que moi, je le suis devenu par procuration. Mais il m'a alimenté avec des bouquins de vulgarisation quand j'étais petite et j'aimais bien aussi à la télé certaines émissions de vulgarisation qui étaient vraiment, quand j'y pense, extrêmement bien faites. D'autre part, je crois que j'avais un penchant aussi pour faire quelque chose pour la première fois. Et donc la physique, c'était un domaine quand même plutôt masculin et donc je m'imaginais bien que je pouvais être première femme à faire quelque chose. Et c'était certainement une seconde motivation qui a joué là-dedans. Après, j'ai eu pas mal d'autres intérêts aussi, bien sûr. Et je suis arrivée à Paris après le bac comme jeune fille au pair. J'avais un faible quand même pour l'écriture aussi, la littérature, le journalisme. Et je me suis tâtonnée un peu, mais je me suis dit, bon, comme je suis amoureuse, je veux rester en France. Des études littéraires en français, ça ne va pas le faire. Par contre, avec les formules, je vais certainement m'en sortir. Et donc, c'est comme ça que je suis inscrit finalement en physique. Tout en me disant aussi que voilà, l'univers, un jour, ça va finir. Il y a le soleil qui explose. Après, tout le reste qui va arriver. Autant l'étudier et le connaître. Ouais, physicienne, mais pas astrophysicienne. C'est-à-dire que vous avez choisi l'infiniment petit. Moi, c'est l'infiniment petit qui m'a toujours fascinée, plus que regarder juste les étoiles. Moi, je voulais savoir de quoi c'est fait. De quoi c'est fait ? Ouais. Bah oui. C'est d'ailleurs le premier paradoxe qui est pointé dans cet ouvrage, parce que c'est quand même extrêmement drôle et compliqué de comparer l'infiniment grand et l'infiniment petit. Et vous pointez, je crois, dès le départ de l'ouvrage en disant il y a un paradoxe, c'est que l'univers, donc l'infiniment grand, est dominé a priori par le vide, alors que l'infiniment petit, c'est plein de choses. C'est un zoo bourré de choses totalement extraordinaires, exotiques, et en même temps, c'est le même monde. Et le vide n'est pas vide. Le vide, au niveau quantique, qui se régénère continuellement en particules virtuelles, en paires de particules
et antiparticules qui se créent, qui s'annihilent, on continue. Le vide qui est aussi peuplé par le champ de Higgs. Hein. Mettons les pieds dans le plat tout de suite. Tout de suite. Donc le champ de Higgs qui vraiment traverse l'intégralité de l'univers et tout comme les champs de tous les autres particules élémentaires, le champ de l'électron, le champ des muons et ainsi de suite. Mais contrairement à ces champs-là, qui ont un niveau d'énergie zéro, le champ du Higgs a un niveau d'énergie qui est différent de zéro. Donc le vide n'est pas une énergie zéro. Néanmoins, on pense qu'au moment du Big Bang, si jamais il y a eu lieu, le champ de Higgs était à zéro, il y a eu une transition de phase vers un état donc, différent de zéro. Et cette transition de phase procure la masse aux particules élémentaires. Donc ce qu'on appelle le champ de Higgs, donc qu'on a souvent comparé. Alors je ne sais pas si l'image est bonne, mais on a souvent dit c'est comme si vous étiez sur une plaine et que tout est enneigé partout, et ça donne cette image finalement de quelque chose qui est présent, mais qui est partout en même temps et qui n'est pas composé seulement d'un élément. Elle est juste cette image ou pas ? Oui, non, c'est pas l'image que j'ai. Donnez votre image. Mais c'est très difficile. Je me suis fait sermonner ce matin par notre service de communication qui m'a dit oui, mais toi, tu parles que de physique, il faut que tu trouves des images. Alors c'est très difficile pour moi parce que je sais pas, oui, je résume, je pense plus en petites boules et en champ, quoi. Donc pour moi, je m'imagine vraiment l'univers traversé par des champs, peut-être un peu comme l'éther en quelque sorte, pour raccrocher à un mot connu. Et ces champs, ils ont des sortes de sursauts, et c'est ça les particules en fait. Ces particules, c'est pas des billes, c'est des sortes de perturbations de ces champs-là, quoi. Qui apparaissent et qui disparaissent. Qui apparaissent, qui disparaissent, mais qui sont. Il y a des vraies particules. Maintenant, pour le travail de tous les jours, ce n'est pas très utile. Donc oui, je m'imagine bien les particules comme des billes et qui interagissent entre elles, quoi, après tout. Avec le champ de Higgs, maintenant, c'est différent parce que là, lorsque les particules interagissent avec le champ de Higgs, c'est là où ils acquièrent donc une masse, donc une sorte d'inertie. Donc le plus massifs qu'ils sont, le plus ils sont freinés dans leur mouvement, en quelque sorte, par ce champ de Higgs, quoi. Alors, moi, je vous propose qu'on fasse un petit point, parce que vous le faites dans le livre. Vous nous expliquez que, finalement, si on veut regarder les deux infiniment grands et infiniment petits, finalement, il n'y a qu'un seul outil, c'est la physique. Bon. Et la physique, c'est au moins deux outils différents. Ce sont les théories et ce sont les instruments d'observation. En ce qui concerne les théories, si je puis dire, des deux côtés, que ce soit l'infiniment grand ou l'infiniment petit, les choses sont plutôt solidement assises aujourd'hui, vous diriez ça, alors démarrons si vous voulez bien par l'infiniment grand, c'est-à-dire la théorie actuellement qui est acceptée par une majorité de cosmologistes, d'astrophysiciens, etc., c'est la théorie du Big Bang. Elle est relativement bien acceptée, même si elle ne répond pas à toutes les questions. C'est un cadre, c'est un modèle que vous acceptez. C'est certainement le modèle avec lequel on travaille parce que c'est celui qui décrit au mieux les observations qu'on fait. Maintenant, bien sûr, il a un certain nombre de problèmes, à commencer par le Big Bang lui-même. D'où ça vient? Pas nécessairement. Même pas. Le Big Bang, c'est une singularité. Donc, dans une équation, à un moment, on trouve une division par zéro. Or, on sait que généralement, en physique, quand on divise par zéro, il y a un phénomène qui arrive qui empêche que cette division par zéro se passe. Quelque chose, c'est un peu comme la mécanique quantique qui arrive pour les particules microscopiques. Et dans la même manière, on pense quand même que le Big Bang n'a certainement pas existé comme une singularité. Je pense que ça, c'est quelque chose qui nous trouble en ce moment, quoi. Et ce qu'on sait, c'est qu'on arrive à peu près à décrire les choses ou à imaginer l'évolution de l'univers jusqu'à ce qu'on appelle le mur de Planck. Alors, le mur de Planck, c'est
un moment qui se calcule à partir des constantes fondamentales de la mécanique quantique, et il correspond à un moment de 10-43 secondes après un zéro. Donc, on ne peut pas aller plus loin avec la mécanique quantique aujourd'hui que ces 10-43 secondes. Donc c'est infiniment petit. 10-43 secondes, je ne veux même pas dire combien de milliardièmes c'est d'une seconde. Mais avant ce moment-là, on doit avoir une autre théorie parce que la relativité générale doit être quantifiée. Et donc il faut un mariage entre la relativité générale et la mécanique quantique, dont pour l'instant aucun théoricien n'a pu établir vraiment le modèle et la description nécessaires pour aller donc au-delà de ce mur de Planck de manière conceptuelle. Et donc ça manque. Sur le plan théorique, ça manque. Ça manque déjà pour commencer. Ouais. Alors ça, c'est sur le plan théorique. Sur le plan observationnel, il y a beaucoup de problèmes. Absolument. Dans le modèle de la cosmologie, bien sûr, les problèmes les plus connus, c'est la fameuse matière noire et l'énergie noire. C'est-à-dire, lorsqu'on regarde, par exemple, les courbes de rotation des galaxies, c'est ce qui a été fait dans les années 30 par Fritz Zwicky. Zwicky, oui. D'ailleurs, si je puis me permettre, il y a une comète qui arrive, qui devrait être visible dans le ciel dans quelques jours, et qui fait référence à Zwicky, parce que c'est un instrument automatique qu'il a découvert du côté du Mont Palomar, et je crois que ça s'appelle Zwicky. Donc c'est drôle d'avoir ce physicien, oui, il était physicien, astrophysicien, qui était un personnage absolument épouvantable, qui terrorisait ses étudiants, à avoir le nom, une comète qui a. Donc on va se méfier de cette comète. Enfin, il était assez particulier, mais était très humain aussi, quoi. Il traitait ses collaborateurs de cons sphériques parce qu'ils étaient cons de tous les côtés, quoi. Quel que soit le côté sur lequel on le regarde, c'est ça. Voilà. Et néanmoins, il s'est beaucoup battu aussi pour faire évoluer des jeunes physiciens et pendant la guerre, etc. Quoi. Et c'est lui qui, le premier, met en évidence l'existence de quelque chose qui pèse. De quelque chose. Il regarde les mouvements des amas de galaxies, ce qu'on appelait des nébuleuses à l'époque, et il observe qu'effectivement les vitesses des étoiles lointaines du centre de ces amas ne correspondent pas aux courbes qu'on attendait avec la distribution de la matière telle qu'on l'observait à partir de la lumière. Et donc cette différence, il pouvait l'expliquer s'il rajoutait de la matière dans cette nébuleuse à des endroits où il n'y avait pas de lumière. Et il appelait ça, dit donc, les matières. Donc la matière noire, la matière qui ne donnait pas un signal lumineux. Son estimation était un peu fausse à l'époque, il faut quand même le dire, d'un facteur, je ne sais plus, assez conséquent. Mais dans les années 70, il y a Vera Rubinstein qui a refait des observations plus précises avec des instruments, bien sûr, beaucoup plus performants que ce qui existait dans les années 30. Et elle a pu démontrer à nouveau ces courbes de rotation des galaxies qui ne correspondait pas aux distributions de la matière, et elle a commencé à faire les premières estimations de la matière noire. Aujourd'hui, on a eu le satellite Planck qui a regardé donc le CMB, le rayonnement fossile. C'est le rayonnement qui provient des photons qui étaient émis 380 000 ans après le Big Bang. C'est un moment assez particulier où, en fait, dans l'univers, les protons et les neutrons sont déjà devenus des noyaux, mais ils agglomèrent les électrons autour d'eux et donc ils deviennent des atomes. Un atome est neutre et donc les photons, ils pouvaient échapper entre les atomes et ils n'étaient pas capturés par les charges électriques. Et donc il y a une lumière qui nous provient encore aujourd'hui de ce moment-là de l'univers. Et quand on analyse cette lumière, on trouve qu'il y a à peu près 27% de matière noire actuellement dans l'univers, à savoir que la matière non noire, c'est à peu près 5%, et il y a 68% qui sont une énergie qu'on ne connaît pas non plus. Du coup, on l'appelle noire, parce qu'on ne sait pas ce que c'est, et qui est responsable de l'expansion accélérée de l'univers. Mais pour rester sur la matière noire, ça reste toujours un fantôme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a cherché
ce que ça pouvait être. Il y a eu beaucoup d'expériences pour rechercher des astres sombres. Les physiciens ont cherché une particule qui pourrait être extrêmement lourde, mais qui n'ont toujours pas trouvé. On ne sait toujours pas ce que c'est. On n'a aucune piste. On ne sait toujours pas ce que c'est et on cherche vraiment d'arrache-pied, quoi, avec différentes méthodes. Effectivement, il y a toujours encore des observations astrophysiques, aussi des spectres d'électrons et de positrons qu'on prend sur la Station spatiale internationale, mais qui sont très difficiles à interpréter parce qu'il y a tellement de sources astrophysiques que modéliser ça avec une grande certitude, c'est très très compliqué. C'est quand même gênant d'avoir autant de matière qui est disparue. Parce que de temps en temps, on lit des papiers scientifiques qui disent finalement, ça n'existe peut-être pas. C'est-à-dire peut-être que ce qu'on connaît comme étant les lois générales de la physique, avec une gravité de temps, etc., ça ne marche pas à grande distance. Oui, je connais, il y a les théories mondes, ou il y a d'autres théories qui existent, mais à chaque fois, il se heurte quand même aussi à un fait observationnel. Donc, à mon avis, ce n'est pas ces théories, il faut continuer à chercher du côté des particules. Et ce qu'on fait d'ailleurs aussi bien dans les grandes collisionneurs de particules, où on cherche toujours des particules on va en parler, inconnues. Ouais. D'autre part, on cherche aussi dans des expériences souterraines. Donc, il y en a une à Modane, dans le tunnel de Fréjus, entre la France et l'Italie, à 1400 mètres sous la roche, pour être bien protégé contre tout rayon cosmique. Et ces expériences cherchent en fait des particules de matière noire qui devraient exister dans notre galaxie et qui devraient nous entourer comme une sorte de vent de matière noire. Voilà, et ils cherchent. Et leur sensibilité a extrêmement cru ces dernières 15 ans, mais on n'a toujours rien. Je sais bien, sur cette formule, l'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence, mais est-ce que ça pourrait être autre chose ? C'est-à-dire quelque chose... je ne veux pas dire complètement n'importe quoi, mais on a commencé à parler de possibilités qui existent plein de petits trous noirs, par exemple. Donc, par essence, invisibles, etc., qui auraient une certaine masse. Est-ce qu'il n'y a pas des hypothèses qu'on n'a pas encore aujourd'hui retenues ? Il y a une autre hypothèse qui n'est pas facile à exclure expérimentalement, c'est les actions. C'est des particules qui apparaissent dans la théorie qui règne entre les quarks et les gluons. Et cette théorie, il lui manque une violation d'une certaine symétrie. Donc c'est assez théorique et je ne m'avancerai pas à vous expliquer ça en détail. Si vous ne vous y avancez pas. Néanmoins, il y a des théoriciens dans les années 70 qui ont dit cette tâche, on peut le laver avec l'action, qui est une lessive américaine. Et donc ces actions, en principe, ils peuvent traverser un mur. Lorsqu'il y a un champ magnétique, ils peuvent traverser un mur et donc on devrait voir apparaître de la lumière derrière un mur. Si on met un champ magnétique. D'accord. Et voilà, ça aussi, c'est tout un nouveau champ de recherche pour des nouvelles particules qui pourraient être de la matière noire. Parce qu'il y a quelques années au CEA, là où vous travailliez avant l'IN2P3, on cherchait par exemple ce qu'on appelait des machos, c'est-à-dire des objets massifs, invisibles. On ne les a pas trouvés, mais ce qui est intéressant, et c'est là-dessus que je voulais vous faire réagir dans la physique, c'est que un résultat négatif, c'est aussi un résultat. Absolument, on ne les a pas trouvés. Néanmoins, peut-être pour rejoindre un peu les trous noirs, c'est quand même assez étonnant avec les ondes gravitationnelles qu'on observe tellement de trous noirs actuellement, des collations de trous noirs. Peut-être il y en a plus que ce qu'on pense. Donc, oui, on tape dans le noir. Bon, on ne va pas rester scotché sur la matière noire, mais c'était quand même dans ce modèle du Big Bang un vrai souci. Deuxième souci, il n'est pas léger non plus, c'est l'expansion de l'univers qui s'accélère à grande distance et qui semble montrer la présence d'une force, donc encore une fois inconnue, baptisée énergie noire, encore un fantôme, qui serait comme une gravité inversée, c'est-à-dire une gravité négative. Alors, qu'est-ce que ça dit aux physiciens et à la physicienne que vous êtes ? C'est un gros poil à gratter ?
C'est un énorme poil à gratter, dans le sens aussi que si on regarde la relativité générale, on trouve une constante cosmologique avec laquelle on peut expliquer cette énergie noire. Non pas l'expliquer, mais la décrire. Mais ça ne donne pas une explication. Donc il reste une profonde insatisfaction de savoir ce que c'est. Et là, par contre, pour savoir qu'est-ce que c'est l'énergie noire au niveau, disons, des interactions fondamentales, des particules, c'est nettement plus compliqué. Donc, pour l'instant, on se contente vraiment de la décrire au plus précisément possible et de faire des relevés astrophysiques pour voir des objets transients dans l'univers et ainsi traquer de plus en plus qu'est-ce que c'est, quelles sont les caractéristiques de cette expansion. Mais expansion, ce n'est pas le seul problème qu'il y a. Il y a plusieurs problèmes d'expansion de l'univers. Il y en a d'autres. Il y a un qui est que la constante de Hubble, donc qui décrit l'expansion de l'univers n'est pas la même lorsqu'on la mesure avec des objets proches ou avec des objets très lointains. Il y a un autre qui est aussi l'inflation cosmique. C'est-à-dire, on pense que quelques instants après le Big Bang, il y a eu une inflation cosmique, c'est-à-dire une expansion de l'univers. Je crois que c'est un facteur 10 puissance 26. Je ne me rappelle plus le temps que ça a pris. Et c'est dans le livre. On ne sait pas qu'est-ce qui a provoqué cette inflation cosmique. On pense que c'est un champ de type scalaire. Et le seul champ de type scalaire qu'on a observé jusqu'à présent, c'est le champ des Higgs. Mais le champ des Higgs est, je crois, 10 puissance 115 fois trop faible ou trop fort que ce que doit être le champ de l'inflation, et était qualifié vraiment de la pire prédiction en physique possible pour expliquer cette inflation cosmique. Donc on cherche aussi à savoir mieux ce que c'est cette inflation cosmique. On a cherché aussi, parce que ça c'était en lien avec les équations des physiciens. Je dirais... c'est pas en dehors de la matière noire et de l'énergie sombre, c'est-à-dire l'antimatière, un univers qui serait miroir de l'univers dans lequel nous sommes. Et ça, ce problème n'est pas non plus complètement résolu. C'est pas du tout résolu. C'est-à-dire, la grande question derrière, c'est en fait pourquoi on existe. Non pas dans le sens philosophique, pourquoi, etc., mais dans le sens pratique, pourquoi il y a la matière et pourquoi il n'y a pas eu autant d'antimatière et on s'est annihilé vite fait après le Big Bang pour être dans un univers rien. Donc il y a une petite différence entre matière et antimatière, mais quand on mesure toutes les particules élémentaires, on ne trouve pas les propriétés différentes entre matière et antimatière suffisantes pour expliquer pourquoi la matière a survécu. Donc on cherche. On a cherché, est-ce qu'il y a des horizons dans l'univers, des petites bandes lumineuses où un univers d'antimatière rencontre un univers de matière et s'annihile et donne donc de la lumière, mais on n'a rien trouvé. Il y a une autre théorie qui, je trouve, est très, très attirante, que Gabriel Chardin, un physicien... que vous connaissez peut-être, décrit et travaille dessus beaucoup, qui est que peut-être l'antimatière, dans un champ de gravitation, ne se comporte pas de la même manière que la matière. C'est-à-dire, vous avez une antiparticule, lorsqu'une particule tombe dans un champ de gravitation, une antiparticule pourrait monter ou flotter ou avoir un comportement différent. On peut dire c'est farfelu, oui, mais ça n'a jamais été mesuré. On ne sait pas si l'antimatière se comporte pareil dans la gravitation que la matière. Et donc pour cela, il y a actuellement 3 expériences au CERN qui essayent de mesurer cela. C'est des vrais tours de force techniques. Parce qu'on a réussi à fabriquer de l'antimatière au CERN. Au CERN, on fait de l'antimatière... tous les jours, non. En petite quantité. En toute petite quantité. C'est pas Angers démon comme on a pu le lire il y a quelques années, non. Mais on fait pas juste de l'antimatière, on fait des anti-atomes. C'est-à-dire on fabrique de l'anti-hydrogène, un antiproton entouré par un positron. Et
pour tester la gravitation, c'est nécessaire d'avoir une particule neutre parce qu'une particule chargée interagirait de manière électromagnétique avec son environnement tellement qu'on ne verrait pas les subtils effets de la gravitation. Donc, voilà, il y a quelques mois que les expériences ont recommencé à prendre des données. Et maintenant, on attend. Alors, toujours cet aller-retour entre théorie et expérimentation, expérience-observation. Les théoriciens peuvent imaginer tous les mondes possibles et imaginables. Si l'observation leur dit que ça ne marche pas, il faut qu'ils reviennent à leurs chères études. Tout à fait, tout à fait. Ça marche toujours comme ça. C'est toujours comme ça, et je pense que c'est ça la différence entre, disons, la religion et la science. Oui, et c'est là où aussi on voit la puissance, par exemple, d'un Albert Einstein, dont on a encore poussé, si je puis dire, dans les retranchements les plus ultimes de la mesure avec le principe d'équivalence. Les tests, et on voit que la théorie de la relativité, ça marche bien. C'est d'une part les tests au niveau des mesures de précision, mais je pense que le plus chouette exemple quand même de réalisation de prédiction d'Einstein, c'est les ondes gravitationnelles. Oui. Et leur découverte a vraiment réouvert une nouvelle fenêtre vers l'univers. On ne peut pas le dire différemment, quoi. Vous nous rappelez juste... Vous, votre vision des ondes gravitationnelles, c'est quoi? C'est le jelly, la gelée anglaise qui bouge? Enfin, comment vous l'imaginez? Non, moi je m'imagine plutôt comme la surface d'un lac, quoi. Et hop, il y a une onde qui se propage. Et, ouais, je sais pas. Normal, quoi. Normal. Je n'ai pas de grandes idées farfelues là-dessus, non. Les ondes gravitationnelles, elles sont générées lorsque vous avez des énormes masses qui sont accélérées. Un peu comme une onde électromagnétique est générée lorsque vous avez des charges électriques qui sont accélérées. Donc, typiquement, elles sont générées lorsqu'il y a des grandes masses, des trous noirs, par exemple, qui fusionnent. Et donc ça génère des ondes gravitationnelles suffisamment fortes pour qu'on l'observe aujourd'hui. Et bien sûr, je pense pour nous, les physiciens de particules, la première chose la plus intéressante, c'était d'observer les ondes gravitationnelles. Parce que c'était... Et ça, c'était pas trivial. Pas du tout. Ça a pris... quand moi, j'étais en thèse, il y avait les premières tentatives de commencer les expériences, quoi. Donc, c'était dans les années 90, donc à peu près 25 ans, je dirais, qu'ils ont travaillé là-dessus. Et tous les ans, on entendait quand est-ce que vous arrêtez cette expérience, parce qu'ils ne vont jamais rien trouver, quoi. Et oui, parce que ça consistait à mesurer le rétrécissement et l'allongement, si je puis dire, d'une distance de quelques kilomètres, mais au niveau de la taille d'un proton. Au niveau de la taille d'un proton, ce qui est absolument hallucinant. Absolument fou, ouais. C'est merveille technologique. C'est une merveille technologique et vraiment une merveille aussi de persévérance, de maîtrise de toutes les sortes de bruits de fond qu'il peut y avoir, aussi de collaboration entre différentes branches de la physique, parce que vous avez les lasers qui sont utilisés justement pour créer ces interférences, pour pouvoir mesurer les déviations. Vous avez les sciences des matériaux, parce que ces lasers sont réfléchis dans des miroirs, et c'est les miroirs les plus réfléchissants du monde, qui sont d'ailleurs faits à Lyon. Soyez un peu fiers de ce qu'on fabrique. Cocorico. Ouais. Donc il y a aussi des différentes technicités de tous les champs de la physique qui rentrent en Et depuis, on fait une nouvelle astronomie, parce qu'on découvre la coalescence de trous noirs dont on n'imaginait pas qu'il pouvait en exister, de ces masses-là. On arrive carrément à identifier l'origine de la vibration de l'espace-temps. C'est ça qui était incroyable. Et pas juste les trous noirs, il y a aussi les étoiles à neutrons. Oui. Du coup, ça permet aussi à nouveau d'avoir plus d'informations sur les propriétés des étoiles à neutrons, ce qui intéresse les physiciens nucléaires qui sont intéressés dans cet état de la matière qui est extrêmement dense. Mais le plus intéressant avec les ondes gravitationnelles, pour moi, je trouve, c'est que peut-être il y a des ondes gravitationnelles primordiales. Et ces ondes gravitationnelles primordiales viendront vraiment de l'époque de l'inflation.
et pourrait nous renseigner sur tout l'univers qui pour l'instant est inobservable et nous renseigner justement sur la transition du champ du boson de Higgs de son état avec une énergie zéro à son état actuel. Et ça, c'est... En fait, une vibration de l'espace-temps comme il y a un fond diffus cosmologique. Exactement. Exactement. Donc, comme il y aurait eu une chaleur initiale, si je puis dire, dont on capte encore des photons, donc de la chaleur, il pourrait encore y avoir une vibration qu'on pourrait enregistrer. Qu'est-ce qui manque pour qu'on la capte ? Les instruments qui sont suffisamment sensibles de les capter. Ouais. Il est possible de les voir indirectement dans le rayonnement fossile. Lorsque le rayonnement fossile, il a une propriété qui est la polarisation. On n'a pas encore pu démontrer qu'il y a cette polarisation qui existe, mais si on arrive à la montrer, on sait que c'est un signe de ces ondes gravitationnelles primordiales. Ensuite, on aimerait bien avoir d'autres expériences. Il y a un projet LISA qui envoie des satellites dans l'espace à des millions de kilomètres, et donc on fera des expériences d'interférence sur des millions de kilomètres. Ça nous rapproche en sensibilité à ces ondes gravitationnelles primordiales, mais même ça, c'est peut-être pas suffisant pour les voir directement. Bon, maintenant, je sais que vous auriez pu être astrophysicienne, mais comme vous êtes physicienne, c'est l'autre, je dirais, grand infini que j'ai envie de questionner aussi, évidemment, parce que lui aussi a un modèle standard, c'est même son nombre. Très souvent, on l'a appelé en rigolant la caisse à outils, parce que, alors vous me direz, moi j'adore les images, mais on va toujours dire, regarde, je sais pas, la cathédrale, une cathédrale, et puis essaie de savoir de quoi elle est composée sans pouvoir la démonter. C'est bien ça l'esprit de la physique, c'est bien ça l'esprit du modèle standard. L'esprit du modèle standard, c'est on essaie d'expliquer la matière, bien sûr, essentiellement, et on essaie de questionner est-ce qu'on peut observer quelque chose qui ne correspond pas à ce modèle. Et oui. C'est ça la grande quête, c'est de trouver des déviations, et on travaille là-dessus vraiment. La caisse à outils, aujourd'hui, on la connaît. Donc, on a réussi, à partir de la théorie au départ, à savoir de quoi était composé le monde physique. On est d'accord. C'est-à-dire, on a une caisse d'outils qui s'appelle le modèle standard. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Donc, là-dedans, il y a l'électron, que vous connaissez tous, qui est dans les fils électriques lorsqu'on passe un coup de fil filaire. Oui, dans un autre monde. Il y a ses cousins, c'est-à-dire des particules plus lourdes, le muon et le tau. Et la seule différence de ces particules muon et tau par rapport à l'électron, c'est que leur interaction avec le champ de Higgs est différente, ce qui leur confère une masse plus élevée. Ensuite, vous avez les constituants des protons et des neutrons. Ça, c'est les quarks et les gluons qui les tiennent ensemble. Et donc, pareil, il y a deux quarks et gluons qui sont, comme dit, de la génération première. Ceux qui font vraiment la matière, c'est les quarks up and down. Mais on a, pareil, trouvé deux autres familles, le charm et le strange, et le bottom et le top, qui, pareil, se distinguent uniquement par leur interaction avec le champ de Higgs de la première génération. Si je prends la table qui est là, elle est composée d'atomes. Oui. Ces atomes sont composés, si je prends un atome, il est composé d'un noyau. Dans ce noyau, il y a un proton et un neutron. Si je casse le proton, il est composé de quarks et de gluons, c'est-à-dire en fait des petits éléments physiques et des forces. C'est toujours de la colle et des clous avec de la matière solide, c'est ça ? Enfin, solide. J'ai beaucoup de mal avec les mots, mais vous avez les mots exacts, moi je ne les ai pas. Mais on réduit petit à petit en divisant. Oui. Mais le tout est en interaction. Le tout est en interaction, et surtout lorsqu'on arrive au proton, ce n'est pas trois quarks qui forment un proton de manière statique, mais ces trois quarks sont en perpétuelle interaction, entourés par des paires de quarks virtuels qui se créent, qui s'annihilent, qui font en sorte de condenser de matière autour de ces quarks de valence, comme on les appelle. C'est les quarks qui constituent. Ah, oui. Et en fait,
finalement, quand on regarde, la structure même du proton est extrêmement compliquée. Oui, parce qu'il y a des quarks de la mer, j'ai adoré ce mot-là, les quarks de la mer qui vont avec les quarks de valence. On a l'impression... Alors, je vais vous dire le paradoxe pour quelqu'un qui n'est pas physicien, c'est qu'on a l'impression que ce qu'on considère, nous, comme étant solide, ça c'est du costaud, madame, c'est de la table, ben, en fait, quand on va dans l'infiniment petit... non, ça ne l'est pas. Ça ne tient pas tellement. Et d'autant plus que si on pense maintenant au quark et au gluon dans le proton, vous pensez, voilà, le proton, il a une masse, et la masse est faite de la somme de ces masses de ces 3 quarks. Or, finalement, 95% de la masse du proton ne vient pas des quarks même, de leur interaction avec le champ de Higgs, mais vient tout simplement des interactions entre eux. Donc il faut tout cette bestiaire en fait de particules virtuelles pour faire la masse du proton. Et ça c'est assez stupéfiant, quoi. C'est assez incroyable. Donc, en fait, ce qu'on pèse, c'est virtuel. Ouais. Donc si vous allez demain sur votre balance, ne vous inquiétez pas trop, tout ça c'est... On peut être assez tolérant. Vous posez, les physiciens se posent aussi la question, et elle est fondamentale, de la durée de vie du proton, par exemple, qui pour le compte correspond à la durée de vie de l'univers, on est bien d'accord. Même plus. Plus. On est à 10 puissance 30 années maintenant, quoi. Oui, donc c'est plus long que l'univers. Qui conditionne, voilà, la durée de vie de l'univers. Elle conditionne... cette durée de vie du proton, elle intervient dans beaucoup de modèles qu'on a, quoi. Et si on imagine qu'il y a des particules d'une théorie au-delà du modèle standard, souvent on veut que le proton ne soit pas stable. Alors on mesure de toutes les manières de savoir si le proton est stable ou pas. Pour l'instant, on n'a pas trouvé d'instabilité, mais on aimerait bien qu'il y en ait une. Alors, ce qui est absolument passionnant à lire dans Étonnants Infinis, c'est que vous racontez l'extraordinaire diversité de la matière. Bon, on est quand on va à l'école, on a un tableau solide, hein, les éléments de Mendeleïev, on démarre par le plus léger, l'hélium, on va jusqu'au plus lourd, en tout cas à une certaine époque, qui était le fer, fabriqué dans les étoiles, etc. Et vous nous expliquez un monde dans lequel on ne sait pas où ça s'arrête, finalement, nombre d'éléments. On continue à en découvrir. Il y en a qui sont stables, d'autres qui sont instables. Vous parlez d'une vallée de stabilité, de l'étrange. Enfin, les mots, on a l'impression que les mots se tordent au fur et à mesure que se découvrent des éléments. Alors d'abord, comment sait-on cela ? Est-ce que l'exploration est terminée ou elle continue ? Et quel sens ça a par rapport à cet infiniment petit ? Ça, c'est quelque chose qui est assez... où j'ai découvert, en fait, en travaillant sur ce livre, parce que pour moi, la physique nucléaire, c'était toujours un peu opaque. C'était des équations compliquées, c'était pas fondamental, donc pourquoi s'en préoccuper ? Et finalement, en travaillant avec les chercheurs qui ont écrit les chapitres sur la physique nucléaire, j'ai vraiment découvert les questionnements qu'ils se posent, qui viennent en fait du fait qu'on assemble des particules, des protons, des neutrons, et qu'on a des effets collectifs qui sont extrêmement difficiles à comprendre et à modéliser. Donc nous, on a tous une image d'un noyau qui est une boule avec des protons et des neutrons. Or, les formes qu'ont ces noyaux sont extrêmement stupéfiants. Il y a des creux, il y a ceux qui ont des halos qui flottent autour. Il y en a qui sont formés comme des ballons de rugby, d'autres comme des cacahuètes, etc. C'est extrêmement divers et on ne comprend pas toujours très bien pourquoi un tel noyau a telle et telle forme ou pas. Et ça, c'est effectivement des accélérateurs tels que le Gagny-Lacan, mais aussi d'autres dans le monde qui étudient ces états de la matière à partir des rayons de noyaux, à partir des faisceaux de noyaux et des cibles, et ensuite en analysant les produits de leurs interactions. Comment sont-ils fabriqués ? Comment se fabriquent-ils ces noyaux ?
Maintenant, pas forcément ceux qu'on utilise dans les accélérateurs, les noyaux en général. Il y a une partie qui est fabriquée dans des processus astrophysiques. C'est toute la génération des éléments dans l'astrophysique nucléaire, dans la nucléosynthèse. Et on peut décrire à partir des phénomènes tels que des supernovas et d'autres cataclysmes astrophysiques comment ces éléments se sont créés. Maintenant, il y en a d'autres éléments, on arrive à les fabriquer qu'en laboratoire. Et il y a une histoire quand même assez impressionnante pour tous les éléments qui sont plus lourds que l'uranium étant le plus lourd élément naturel, qui étaient fabriqués dans des compétitions assez extraordinaire entre les différents laboratoires. Bien sûr, vous avez un peu de guerre froide là-dedans avec les laboratoires américains, les laboratoires russes, parfois les Japonais qui se mêlaient et là, les Européens qui trouvent quelque chose. Mais c'est vraiment une poussée vers qui trouve l'élément le plus lourd. Et actuellement, on arrive à un élément qui a 118 protons. C'est un élément qui s'appelle oganésion et qui est nommé selon un des grands physiciens de cette quête-là, mais qui est toujours en vie, ce qui est assez... Et ça pourrait aller plus loin? Ça ferme actuellement, si vous imaginez le tableau de Mendeleïev, il y a différentes couches et actuellement on a fermé une couche. Ça peut aller plus loin. La théorie ne met pas de limite tout de suite. On pourrait avoir une autre rangée avec même des noyaux qui deviendront stables à un moment, ce qu'appelle l'îlot de la stabilité. Mais voilà, on n'y arrive pas encore à les faire expérimentalement. Tout ça est bien étrange quand même. Donc c'est extraordinaire de voir que ce monde continue à l'échelle de l'infiniment petit à avoir des objets ou des particules, enfin des protons. Vous parlez d'un zoo, hein, ça fourmille de partout, on en découvre. C'est assez extraordinaire quand même. Qu'est-ce que je peux dire? Oui. Non, c'est votre monde. Mais... C'est assez extraordinaire et en même temps, c'est assez impressionnant de voir dans les appareils, dans les instruments, les manifestations assez concrètes et assez directes de ces particules. C'est une question que quelqu'un dans le livre pose, c'est est-ce qu'on peut savoir sans voir? Effectivement, l'anecdote, c'était une étudiante qui est arrivée dans un laboratoire à Orsay lors d'une journée de porte ouverte qui titulait Voir l'invisible ou voir les particules. Et elle était très déçue que finalement on ne pouvait pas les voir pour du vrai, mais que de manière interposée avec bien sûr des détecteurs qui produisent des signaux électriques qu'ensuite on visualise. Donc... c'est un peu les cavernes de Platon, c'est-à-dire on voit les effets, mais on ne voit pas la chose en soi, qui reste effectivement invisible pour nos yeux. Tout ça suppose, évidemment, comme pour l'astrophysique, qui dispose de grands télescopes au sol et dans l'espace, d'instruments absolument extraordinaires. Bon, vous avez travaillé au LHC, qui est là où on a découvert le boson de Higgs, qui continue effectivement à percer, en tout cas à faire des expériences de collision pour savoir ce qui se passe à l'intérieur de la matière. Qu'est-ce qui ne marche pas aujourd'hui dans le modèle qui questionne la physique et qui, alors on va y arriver, mais qui oblige les physiciens à dire il faut qu'on ait des machines encore plus puissantes, qui soient encore plus performantes pour qu'on voit encore mieux. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Donc on a déjà parlé de l'énergie noire, de la matière noire, de l'antimatière, de la différence entre matière et antimatière. Je pense qu'il y a un autre comment dire, un petit truc qui nous gêne. Un détail. Un détail qui est un peu gênant. Un diable. C'est la stabilité de l'univers. La stabilité de l'univers. Oui, rien de moins, quoi. C'est-à-dire, je vous ai parlé du champ du boson de Higgs, qu'il était à un niveau d'énergie zéro, qu'il a fait une transition de phase pour être là où il est aujourd'hui. Et bien sûr, on peut poser la question, est-ce que là, c'est stable ou il peut faire une autre transition de phase?
Et on peut calculer ça. Et les ingrédients à ce calcul sont d'un côté la masse de ce boson de Higgs et de l'autre côté la masse du quark top, qui est le quark le plus lourd, qui est aussi lourd qu'un noyau d'un atome d'or, typiquement. Et lorsqu'on fait ce calcul, on trouve que l'univers est dans un état métastable. C'est-à-dire, en principe, à n'importe quel moment, le boson d'Higgs pourrait faire une transition de phase pour aller dans un état plus fondamental. Et je vous inquiète pas trop, ça ira vite, hein, oui, à la vitesse de la lumière. On se rendra compte de rien, mais on disparaîtra d'un coup. Oui, et ça gêne quand même un peu, quoi. Donc on n'aime pas trop cette vision du monde. Ouais. Et bien qu'on, ça règle le problème des retraites. C'est pas le seul que ça règle, et bien qu'on soit dans un monde déjà bien instable, on aimerait bien avoir un peu plus de stabilité au niveau des champs de Higgs. Donc ça, c'est quelque chose qui nous taraude, et on sait que si on découvrirait des particules d'une autre théorie, ça stabiliserait ce champ de Higgs, et donc on pourrait dormir tranquillement, quoi. Oui, je vois bien. C'est intéressant de rappeler que lorsque le LHC a été construit, si mes souvenirs sont bons, certaines personnes se sont inquiétées de la fabrication de l'antimatière en se disant que peut-être... De mini-trous noirs. En disant que si vous réussissiez à fabriquer des mini-trous noirs au LHC, peut-être que ça pourrait engloutir le LHC, le mini-trou noir et ainsi tout l'univers. Oui. Genève, et puis la Suisse, et ça ne serait pas arrêté à la Suisse. Et ça a été au tribunal, si mes souvenirs sont bons. Absolument. C'était devant le tribunal de Hawaï, d'ailleurs. Et il en était conclu. Et il y a des gens, des physiciens au CERN, qui ont fait des études très, très sérieuses pour répondre à cette question. Et on a pu démontrer que si il y aura des tels mini-trous noirs qui se produiraient, qui engloutineraient tout, il aurait déjà dû être produit avec du rayonnement cosmique, et donc comme on est toujours là, non, ça va pas se produire, quoi. Ouais. Ça fait bien, d'ailleurs, ça me fait penser que je dirais la médiation, ou en tout cas les médiateurs ou les informateurs entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, comme les rayons cosmiques, comme les neutrinos. Alors ça, c'est extraordinaire. On n'a pas le temps de tout dire, mais l'histoire des neutrinos, elle est formidable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on réussit, grâce à des détecteurs qui sont au fond des océans, qui sont dans les glaces, qui sont sous les montagnes, à dire, voilà, on a attrapé 60 ou 70 neutrinos qui viennent de telle galaxie à telle distance. Enfin, c'est absolument merveilleux, ça. C'est merveilleux, et moi, j'ai une certaine fascination quand même pour l'univers primordial, hein. Donc, comme il y a cette barrière-là des 380 000 ans après le Big Bang avec les photons, on ne peut pas voir plus loin. Il y a les ondes gravitationnelles qui sont probablement un peu trop loin dans le futur pour que moi, je saurais quand on les découvrirait, le fond des ondes gravitationnelles primordiales. Mais il pourrait aussi y avoir des neutrinos primordiaux qui auront pu traverser l'univers opaque avant les photons, et qu'on pourrait éventuellement détecter à un moment et voir un fond de neutrinos cosmiques, et certainement en déduire beaucoup de choses sur cette phase de l'univers primordial qui, pour l'instant, est... Donc on vient juste d'ouvrir les yeux. Non, on n'y est pas encore. Mais ce qu'on capte là, c'est juste le début de quelque chose qui est possible. J'espère. Ouais. Alors, vous avez travaillé, vous avez, présidé le conseil du CERN, ce qui est une organisation extraordinaire, internationale, avec des milliers de chercheurs venus du monde entier, dans une machine absolument considérable. J'imagine que ça a été une expérience tout à fait extraordinaire pour une physicienne comme vous. C'était pas que des problèmes administratifs, j'imagine. Non, c'est pas des problèmes administratifs, c'est des problèmes de gouvernance, de politique scientifique, de diplomatie scientifique. Donc le CERN, c'est effectivement une organisation internationale qui a été fondée en 1954 à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, où 12 pays européens ont dit il faut qu'on retravaille ensemble, et surtout pour explorer la physique
des particules, la physique nucléaire, et être au meilleur niveau. Il faut qu'on mette nos ressources ensemble pour pouvoir être compétitif au niveau des infrastructures nécessaires. Et donc aujourd'hui, le CERN a 23 pays membres. Donc le conseil du CERN, vous avez des représentants de tous les 23 pays membres, et il faut que vous vous mettez d'accord avec tout le monde sur des positions qui concernent les prochaines machines, l'exploitation de l'existant, les budgets de l'année à venir et toutes ces questions-là. Donc, bien sûr, actuellement, la situation est pas très facile non plus parce que la Russie était un pays observateur au CERN et elle contribue beaucoup dans des expériences. Et l'Ukraine est un membre associé et on n'a jamais eu cette situation où il y a une guerre entre... Mais finalement, c'est un peu comme dans l'espace, c'est-à-dire c'est un endroit qui échappe aussi un peu aux turbulences du monde. Qui a échappé jusqu'à présent, et je pense qu'actuellement, on est quand même en plein dans les turbulences et on se demande vraiment encore comment gérer cette situation, surtout si elle se prolonge. Alors, vous décrivez, les auteurs décrivent en détail le fonctionnement. Alors là, on a de quoi se régaler. Je lis juste une phrase. Tous les 25 nanosecondes, les faisceaux de protons du LHC se croisent, soit 40 millions de fois par seconde. Lors de chaque croisement, plusieurs protons rentrent en collision. Pour chacun des détecteurs, c'est plus de 10 téraoctets de données qui sont produits chaque seconde. Un flux plus grand que la totalité du trafic Internet jusqu'en 2014. Et puis, 3 pages plus loin, on lit... ainsi, plus de 99,9% des données issues des collisions sont perdues à jamais. J'ai adoré, c'est-à-dire, en gros, on collecte une quantité absolument hallucinante d'informations en faisant rentrer en collision de la matière. Puis, il y en a tellement que, il faut gérer et tout. Donc, on en jette plein à la poubelle et on en attrape encore quelques-unes en se disant, pourvu que celle-ci, elle fonctionne. C'est drôle, quand même. C'est assez drôle. Si on pouvait produire que ceux qui nous intéressent, on le fera, mais on ne peut pas, quoi. Donc, on collectionne effectivement tous les collisions qui se produisent. On les voit, donc on ne peut pas s'en débarrasser. Et c'est ensuite, à travers tout un système électronique, en fait, qu'on discrimine entre les collisions qui sont intéressantes, qui sont uniques pour le LHC, et ceux qu'on a déjà étudiés dans les accélérateurs précédents et qui ont plus tellement d'informations. C'est ce qui est le plus efficace actuellement pour connaître l'intimité de la matière. Toujours continuer à la faire rentrer en collision, toujours la casser, toujours essayer de la briser. Malheureusement, oui, je dirais. Maintenant, il y a bien sûr plein d'expériences aussi qui font des mesures de haute précision, où ils regardent juste quelques particules, mais dans des situations très particulières pour mesurer toutes les propriétés avec des précisions ultimes, telles que ce que je vous ai dit tout à l'heure. Par exemple, l'anti-hydrogène dans les champs de gravitation, c'est des toutes petites expériences. C'est toutes petites, ça tient dans la pièce, là. Il y a d'autres expériences qui regardent ce qu'on appelle le moment dipolaire du neutron, du muon, de toutes les particules. Ça aussi, c'est des expériences de ultime précision qui nous renseignent aussi sur la physique fondamentale, quoi. On a pu lire dans la presse à une certaine... il n'y a pas si longtemps, en disant, ils ont trouvé le boson de Higgs, ils s'attendaient aussi à une nouvelle physique. Finalement, tout fonctionne bien, tout est normal. C'est un peu une déception qu'on n'ait pas trouvé quelque chose qui soit une rupture, quelque chose qui marche pas dans la théorie, ou en tout cas dans l'observation, et qui... en gros, il n'y a pas de nouvelle physique qui apparaît. Alors, il y en a besoin d'une. Il y a besoin d'une, notamment pour la stabilité de l'univers, la matière noire, etc., l'antimatière, mais... effectivement, on était peut-être un peu trop optimiste. On voulait que ça passe tout de suite. Et la nature nous a dit, non, il faut que vous fassiez un peu plus d'efforts pour savoir ce que c'est. Donc, oui, on n'a pas tout compris. Et je pense qu'il y a une nouvelle physique et je pense qu'il faut persévérer à essayer de la trouver, quoi. Maintenant, bien sûr... si on veut aller à des énergies plus élevées, il faut des machines plus grandes. Donc, il faut des projets qui sont plus grands, qui sont plus chers, qui nécessitent plus de participants, qui nécessitent des technologies qu'on ne connaît pas encore, et ainsi de suite. Vous développez des arguments forts pour dire
ça sert pas seulement, comment dire, à la physique des particules, mais bon, au CERN, on a inventé Internet, enfin, en tout cas, le web, l'intelligence artificielle, on y contribue, on interagit avec le monde médical, avec les spécialistes du globe, les volcans, enfin, vous donnez des tas et des tas d'arguments, mais le bout du compte, ça reste quand même fondamentalement de la recherche sur la compréhension de l'univers, on est bien d'accord? Absolument, et je pense que d'essayer de pousser la physique des particules ou la physique fondamentale dans les applications, c'est pas une bonne manœuvre. C'est-à-dire les applications, oui, on en fait. Bien sûr, on travaille avec l'industrie. Bien sûr, on contribue à l'innovation. Bien sûr, on fait tout ça, mais les vraies applications de la physique et de notre compréhension même de la physique, ils ne sont pas pour aujourd'hui, ils ne sont pas pour demain, quoi. J'adore un mot de Hypercurien qui a dit je n'ai pas peur de mourir, mais j'aimerais bien revenir dans 300 ans pour voir quelles sont les questions scientifiques qu'on se pose à cette époque-là. Et je pense avec les applications, c'est un peu pareil. On n'aurait pas pensé qu'on a besoin de la relativité générale pour utiliser son GPS. Donc ça fait 100 ans entre la formulation de la théorie et l'application. Et je pense que pour le boson de Higgs, dans les meilleurs des cas, c'est pareil. Alors, parmi les grandes questions, mais je dirais, vous n'y répondez pas vraiment, parce que c'est sans doute compliqué dans ce livre, mais quand vous comparez ces deux infinis, l'infiniment grand et l'infiniment petit, il y a évidemment un Graal. C'est l'idée qu'on parle du même univers. Or, aujourd'hui, on est bien obligé de constater que la physique quantique ne parle pas avec l'infiniment grand. C'est même un Nobel récent. La décohérence. Et à un moment donné, ça ne se passe pas de la même façon. On n'a pas une équation, une théorie unique du monde. Est-ce que vous pensez que ces deux mondes, ces deux infinis peuvent, à un moment donné, se réconcilier sous une seule et même théorie, qu'on puisse avoir une vision globale, une grande théorie de l'univers qui englobe l'infiniment petit et l'infiniment grand? Je pense, j'y crois, oui. Maintenant, pourquoi j'y crois? La difficulté là-dedans, c'est bien sûr... Comme vous avez dit avant, on peut formuler plein de théories, mais si on ne peut pas les vérifier expérimentalement ou par les observations, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Donc la question est vraiment comment expérimentalement on peut arriver quelque part où ces deux mondes se parlent. Parce que la gravitation, dans une expérience de physique des particules, elle n'a aucun effet. En général, dans un collisionneur, les effets de gravitation ils sont tellement faibles devant toutes les interactions qui se passent que vraiment, vous n'avez aucune chance d'en apercevoir quelque chose. Pareil, à l'échelle de l'univers, une interaction d'un photon avec un proton, ça ne change rien. Donc, il faut qu'on trouve des systèmes, peut-être les trous noirs, justement, peut-être les étoiles à neutrons, je n'en sais rien, lequel, mais où expérimentalement ces deux mondes vraiment sont en contact. Sont réunis, se parlent. Et c'est peut-être dans la densité, dans des conditions extrêmes? Probablement, oui. D'accord. C'est pour ça les trous noirs, parce que les trous noirs, c'est aussi... ma compréhension des trous noirs est extrêmement faible. Et il n'y a pas un chapitre dans le livre, donc je n'ai rien appris. Mais pour moi, un trou noir, c'est un peu une singularité similaire au Big Bang. C'est un peu un état comme je m'imagine le Big Bang. Et donc, je pense que le plus qu'on persévère à comprendre les trous noirs, le plus on va peut-être aussi arriver à ces formulations d'une théorie de gravitation quantique ou de quantification de la gravité. Les théoriciens ne manquent pas d'imagination, c'est même ce qu'on leur réclame. Est-ce qu'ils peuvent s'enquiller, si je puis dire, ou s'engouffrer pendant longtemps sur des fausses pistes ou en tout cas suivre... Je vais vous dire à quoi je pense. On a parlé pendant très longtemps d'une nouvelle physique, la physique des cordes, avec des univers qui décrivent la matière de façon tout à fait différente. Aujourd'hui, il semblerait qu'on en parle beaucoup moins, que cette piste-là se soit un peu délitée. Ça fait partie du jeu?
Tout à fait. Et pour la physique des cordes, pour la théorie des cordes, le problème essentiel, c'est la falsification. C'est-à-dire, il n'y a pas de prédiction de la théorie des cordes qui est expérimentalement vérifiable ou falsifiable. Et c'est ça la difficulté. Il pourrait y avoir des univers dans l'infiniment petit, mais il faudrait le démontrer. Oui, mais bon, si on ne peut pas les mesurer, oui, si on à nouveau, ouais. On arrive toujours à ce point-là. De l'autre côté, il y avait des théories telles que la supersymétrie, qui introduit à chaque particule qu'on connaît, une particule supersymétrique avec un certain nombre de propriétés. Et cette théorie, on l'attendait vraiment d'arrache-pied au LHC parce qu'elle aurait pu expliquer la matière noire et plein d'autres phénomènes, stabiliser notre univers et tout le reste. Mais on n'a rien trouvé. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, mais ça veut dire qu'à partir de la théorie de la supersymétrie, les modèles qu'on a construits n'étaient pas les bons. Puisque à partir d'une théorie, vous pouvez construire beaucoup de différents modèles pour les vérifier expérimentalement. Et on est un peu comme l'ivrogne sous le lampadaire. On regarde là où on peut. Ouais. Donc, actuellement, je pense qu'on est plutôt dans un état où c'est l'expérimentation qui doit trouver des pistes de quelque chose qui cloche. Il y a des petits signes, mais encore rien sur lequel on pourrait vraiment construire des nouvelles théories. Qu'est-ce que vous diriez à une jeune Ursula aujourd'hui de 14, 15 ans, qui trouve ça génial, qui veut faire de la physique, qui questionne le monde? Vous lui dites vas-y, fonce, y a de quoi faire, accroche-toi, conserve tes rêves. Qu'est-ce que vous lui donnez comme conseil? Vas-y. Vas-y et fais. Ouais. Oui, je pense qu'il y a suffisamment à étudier, à découvrir, à imaginer et surtout, sois créative. Je pense qu'une des choses qu'on doit le plus stimuler dans la recherche, c'est la créativité. C'est-à-dire avoir des idées qui sont disruptives, qui ne collent pas avec ce qu'on a pensé jusqu'à présent. Et c'est ça vraiment la difficulté la plus fondamentale. Et c'est pour ça que c'est difficile aussi de dire quelles seront les théories qui vont nous expliquer les questions qu'on a aujourd'hui. Probablement, je pense, ça peut être quelque chose de très disruptif auquel on ne pense même pas pour l'instant, quoi. Alors, j'avais gardé une phrase pour conclure notre entretien et je trouve qu'elle correspond à cela. C'est une phrase que vous avez mise en exergue dans le livre de Richard Feynman qui dit « La nature a une imagination tellement plus grande que celle de l'homme qu'elle ne nous laissera jamais de répit. » Merci beaucoup Ursula. Merci Alain à cette invitation. Merci. Merci de votre écoute. Je rappelle donc le titre du livre. Voilà, Étonnants infinis. Merci beaucoup.